Bon, on va commencer. Tant pis, la salle n'est pas complète ce matin. Je pense que la soirée d'hier a dû être un peu mouvementée. Ceux qui sont encore au café, ils prendront en cours de route, c'est pas très grave. Aujourd'hui, on va discuter un petit peu d'une aventure qu'on a vécue, nous, en tant qu'entreprise Smile, et puis chez les clients. C'est l'aventure du CI/CD, donc CI pour le Continuous Integration, et CD pour Continuous Delivery. Je vais vous expliquer un petit peu la démarche qu'on peut mettre en place pour pouvoir mettre ce genre de démarche en fait, chez soi, donc dans une entreprise ou chez un client. On va parler de Git jusqu'à Kubernetes. On va parler un petit peu des outils qu'on peut mettre entre les deux. Je ne vais pas vous dire que c'est comme ça qu'on fait. C'est en fait une façon de faire. Et surtout, à la fin, pourquoi vous ne devriez peut-être pas le faire non plus. Ça peut arriver. On a des cas sur lesquels ça ne fonctionne pas. J'ai eu la chance, en fait, il y a 2-3 mois, d'écrire un livre blanc. Donc, vous pouvez le récupérer directement sur notre site, donc smile.fr. J'ai mis l'adresse raccourci parce que sinon, ça vous faisait une adresse qui faisait à peu près 3 slides. Donc, allez-y. Il y a le moment où le QR code fonctionne. Je vous avoue que je ne l'ai pas vraiment testé. J'ai honte. Ce livre, en fait, c'est un livre blanc, donc c'est un livre gratuit. Il traite de pas mal de sujets sur le DevOps et sur l'intégration continue et le déploiement continu. Et en fait, il y a des sujets qu'on va voir aujourd'hui qui sont traités dans le livre et d'autres encore. Donc n'hésitez pas à le prendre. Hein. Franchement, ça peut vous intéresser, ça peut peut-être vous donner des idées. Je vais vous parler un petit peu de moi avant qu'on commence. Je m'appelle Patrice Ferlet, je suis tech expert. C'est en fait le mot super hype et marketing pour dire que je suis expert technique. Mais c'est ça qui est écrit sur ma carte. Je travaille surtout maintenant sur la R&D parce que Smile, en fait, notre entreprise a ouvert ce qu'on appelle c'est un pôle de recherche et développement qu'on appelle le Lab. Je l'ai intégré au mois de mai et en fait, je travaille depuis 2009 chez Smile. J'ai travaillé sur essentiellement du PHP jusqu'ici, du Java, du Python, un peu de Go, du Angular. Travaillé chez pas mal de clients, quelques régies, etc. Enfin, voilà, j'ai été d'abord amené à vraiment travailler en clientèle en tant que développeur. Et je me suis mis vraiment au DevOps et plutôt à la partie Op à la base. Depuis maintenant à peu près 2 ans, et au fur et à mesure où je me suis intégré dans ces architectures-là, on m'a demandé de rentrer dans le lab pour traiter des sujets qui nous intéressaient. Smile, c'est une entreprise donc, qui ne fait que de l'open source. On s'y tient depuis très longtemps. Smile a un peu plus de 20 ans. On est 1000 collaborateurs en France, et puis en fait, pas qu'en France, hein, on est aussi au Maroc, en Ukraine, en Belgique, en Suisse, etc. Alors, vous connaissez cette histoire, vous l'avez tous vécue. Enfin, tout développeur ici l'a connue. Et ça fait longtemps que ça dure, et c'est très énervant. Vous avez un développeur, on lui demande de faire un petit projet, il développe, puis un jour il doit déployer, il déploie, et puis ce qui doit arriver arrive, il appuie sur le bouton deploy et il nous fait une crise d'angoisse, quoi. Ça, c'est la tête que je faisais généralement quand je travaillait chez des clients où on n'avait pas vraiment de plateforme pour faire ce genre de choses. Bon, en général, on a toujours en fait une grosse guerre en fait qui se met en place. Ça finit assez mal. Il y a le dev et l'op qui sont en train de s'engueuler. Le premier parce qu'il dit que chez lui ça marche. Le second, il comprend pas parce que les autres sites qui sont sur la même techno fonctionnent. À ce moment-là, il y a généralement un chef de projet qui passe et qui vous dit alors le déploiement. Voilà, c'est super intéressant. Bon, le temps passe, hein, il y a du travail de fait, on étudie un peu la problématique. Il y a environ 1 à 2 chefs de projet passés à l'hôpital plus tard. On arrive en fait enfin à avoir la solution. Et il y a généralement soit l'op, soit le dev qui se lève pour aller voir l'autre et puis qui fait à peu près ça. C'est-à-dire qu'en fait, il a détecté qu'il a fait une bêtise qu'on ne lui a pas demandé lors du déploiement. Alors, ce genre de choses, ça vient d'une bêtise qui est faite par tout le monde. J'ai un exemple que j'ai eu il n'y a pas si longtemps que ça avec un client qui travaillait avec moi sur PHP. Je lui faisais une classe en PHP et lui, il devait l'intégrer dans son framework. Et on s'est rendu compte au fur et à mesure que tout fonctionnait chez moi, ça marchait super bien. On l'a intégré, ça ne marchait pas chez lui. C'est tout simplement parce qu'on avait une version mineure de PHP qui avait été modifiée. Et à une version mineure près, on a le JSON qui passe pas, il n'y a pas le décodeur JSON, il n'y a pas les intégrations d'interface, etc. qu'on peut avoir. Et ça, c'est tout simplement parce qu'on n'a pas mis en place une chose simple. Et la réponse, c'est très simplement l'absence d'industrialisation. Ça manque. L'industrialisation, en général, vous ne la mettez pas en place
encore aujourd'hui en 2016, je vois des développeurs faire une commande SCP pour aller balancer son code sur un serveur. C'est catastrophique ça. C'est catastrophique parce qu'il n'y a pas de script d'initialisation, il n'y a pas de script de récupération, les migrations sont mal faites. En général, on s'appuie sur le framework qui a des automatismes pour de la migration. Je prends par exemple Symfony qui a déjà pas mal de choses. Il y a même Drupal qui a pensé, d'autres technos l'ont pas. Alors, pourquoi il faut industrialiser parce qu'en fait, le dev et l'op, donc le développeur est celui qui s'occupe vraiment de l'exploitation ou au moins de la gestion des serveurs. Ils ont deux environnements extrêmement distincts. Un développeur n'a pas un PC, enfin le PC du développeur n'est pas un serveur qui est fait pour déployer ou pour faire tourner une usine à gaz. C'est pas fait pour ça. Il est dimensionné dans un environnement de développeur. Puis le déploiement est une phase critique, généralement. Donc en fait, on a toujours un peu de stress, on essaie toujours de peaufiner 2-3 choses avant de le mettre en place, et du coup, c'est là que ça commence à casser. Parce qu'on a laissé cette tâche à un humain, finalement. Et puis parce que chaque projet est complexe, il n'y a pas de miracle, on le sait très bien, il n'y a pas de secret là-dessus. À chaque fois qu'on vous dit non, mais c'est simple, c'est un petit site à la con avec 3 pages, en fait, vous vous rendez compte qu'il y a une spécificité à mettre en place que votre framework n'a pas. Donc en fait, il y a toujours de la complexité, il y a toujours du code à mettre en place, et c'est toujours très compliqué. Industrialiser, ce n'est pas forcément la solution, mais au moins si on maîtrise toutes les phases, c'est-à-dire du bootstrap jusqu'à la mise en production, alors là, ça peut être vraiment une bonne solution de passer à l'industrialisation. Le but, en fait, c'est qu'un déploiement soit un non-événement. Alors, ce que je veux dire par là, c'est, en fait, on utilise tous un SCM, hein, Git, Subversion. Il y en a encore qui sont sur CVS, j'ai vu ça m'a un peu surpris. Enfin, ça, je ne vous conseille pas d'y rester quand même. Quand on fait un push de code sur un SCM, c'est pas un événement en soi, c'est pas très grave. Vous faites git push, puis voilà, terminé. Un merge request, un pull request, ça dépend de quel SCM vous utilisez, c'est pas un événement en soi. Quelqu'un fait une relecture de code, il appuie sur un bouton, ça merge, ça marche. Pourquoi un déploiement ne devrait pas être faire la même chose? Pourquoi ça ne devrait pas être la même optique? C'est-à-dire qu'en fait, vous cliquez sur un bouton, ça déploie le code parce qu'il marchait, et il marche très bien. Alors, on a mis en place depuis quelques années maintenant des technologies, de techniques, de méthodologies. C'est un petit peu un mélange de tout ça. Il y a le CI et le CD. CI et CD. On va rester un petit peu à la mode française. Je trouve ça un peu plus sympa. Alors le CI, c'est le Continuous Integration. J'ai dit que je restais en français, mais c'est pas le cas. C'est pas grave. En fait, dans le CI, vous n'apportez à la base de code que des modifications testées. Grosso modo, vous faites un push, il y a Jenkins qui arrive derrière, qui prend tout votre code et qui fait des tests, qui lance les tests unitaires. Tout a l'air de passer. Il y a un code coverage qui est mis en place avec les tests unitaires. Vous avez une marge limite où vous acceptez ça. Le merge request, il est validable. Quelqu'un peut cliquer sur le bouton ou alors carrément on laisse Jenkins faire. C'est pas un problème. Bon, ça, c'est un truc qui est bien ancré dans le code, dans la philosophie du développeur. C'est le CI ou Jenkins, tout le monde a entendu parler au moins une fois. Il n'y a pas que Jenkins, il y en a plein d'autres. Par contre, quelque chose qu'on connaît moins, c'est le CD, donc le Continuous Delivery. Et ça, en fait, c'est à peu près la même chose que le CI, sauf qu'on va jusqu'à la phase de déploiement. Grosso modo, vous faites automatiquement un déploiement quand vous demandez une release. J'arrive dans GitLab, ou GitHub, ce qu'on veut, je crée un nouveau tag, une nouvelle release parce que j'estime qu'elle est bonne. Et sans intervention humaine, finalement, à l'arrivée, le test est fait, il y a un packaging qui est fait, un artefact qui est balancé quelque part, et puis c'est balancé directement sur un serveur qui va donner la base de production ou au moins la recette. Donc là, je sais qu'il y en a beaucoup qui font cette tête-là quand je dis ça, parce qu'ils m'ont dit oui, tu es malade, mais tu es en train de me dire que là, on va cliquer sur un bouton, ça va foutre en prod et que personne ne va regarder. En fait, attention, quand je dis sans intervention humaine, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de contrôle. Le contrôle, il est important, il faut le faire. L'humain, de toute façon, là-dessus, il est pratiquement indispensable, même si la machine elle est capable de faire énormément de tests, 8000 tests en 1 minute. L'humain derrière, il va voir que l'image n'est pas placée au bon endroit, qu'on s'est trompé sur un texte, un mot, quelque chose. Donc, le contrôle, quand même, doit être fait par un humain. Donc en fait, il faut quand même mettre en place pas mal de choses pour que ça puisse fonctionner. Je vais essayer de vous en montrer une juste après avec une petite démo. Il faut une méthodologie pour la version pour la gestion des sources. Donc en gros, bien numéroter les tags, bien faire des releases comme on les a demandé, etc. Des tests d'acceptance, en fait ça c'est un mot un peu franglais qui veut dire des tests de validation. Un test de validation, ça peut être à peu près n'importe quoi. C'est déjà vérifier que l'application répond.
Ça, c'est super important. On l'oublie parfois, celle-là. Mais il y en a d'autres. On peut très bien mettre des tests Selenium, on peut mettre des tests de scénario en fait, de navigation, etc. Quand je parle de site web, on peut aussi parler d'applications mobiles, etc. Vérifier si l'application arrive à se déployer sur un émulateur Android, par exemple. Ce sont des tests d'acceptation qui vont nous permettre de dire c'est bon, les tests unitaires passent. Maintenant, on voit que ça arrive à se déployer correctement sur un environnement de test. Donc là, il n'y a pas de raison que ça passe pas quand même. Ça serait vraiment pas de bol quand même que tout se passe bien et que tout se casse la gueule quand on commence à mettre en production. Par contre, il faudra mettre aussi un environnement pour ça. Donc c'est l'environnement que je vais vous montrer là juste tout à l'heure, si j'y arrive, qui va vous montrer un petit peu une base qui peut vous donner des idées. Mais par contre, en général, dans ce genre d'environnement, dans ce genre d'infrastructure, on passe par la conteneurisation. La conteneurisation, c'est à la mode, tout le monde en fait, Docker, on entend parler de partout. Mettez-vous quand même bien en tête qu'il n'y a pas que Docker. Il y en a bien d'autres, des systèmes de conteneurisation qui peuvent être plus adaptés pour vous. Par exemple, Elixir ou RKT, Rockit. Même du Nspawn sur Fedora fonctionne très très bien. C'est de la conteneurisation. Voilà. Alors en gros, comment se passe la CI? La CI, c'est assez simple. Il y a Chuck Norris qui arrive parce qu'il est super fort et il pousse sur la branche de développement. Alors, j'ai mis Devel et CI. En fait, c'est peut-être une petite erreur. Hein. J'aurais peut-être pas dû l'appeler comme ça, mais en fait, il pousse sur la branche de développement dans le SCM. Et CI, en fait, c'est la pique. J'aurais dû mettre la pique, mais c'était pour garder les mêmes mots que mes anciens slides pour ne pas vous perdre. Donc voilà, il pousse sur le développement. Ça envoie une sorte d'événement un petit peu à votre pic. Donc la pic, j'ai levé le micro parce que je penche la tête depuis tout à l'heure. La pic, elle est au courant qu'il y a une modification de code sur la branche de développement. Elle fait ses tests unitaires et puis elle permet de faire une validation derrière. Ça, c'est la CI. Donc ça, on la connaît à peu près tous. Par contre, quand on veut faire du CD, donc du Continuous Delivery, Chuck est toujours là, mais lui, il ne va pas faire un push vraiment. Il va plutôt faire un merge d'une base de développement sur le master, ou taguer, ou releaser. Je suis resté un peu sur la branche master pour montrer ça. Ça envoie un événement à la PIC. La PIC va lancer les mêmes tests qu'au développement ou pas. C'est au choix. Puis un événement est envoyé à votre plateforme de déploiement, qui, elle, va faire d'autres tests. Ce qu'on appelle des pipelines, en fait, tout ça. Hein. C'est simplement des pipelines. Et à la fin, il fait un déploiement sur un serveur de production. Production, c'est un grand mot, mais parce qu'on peut très bien dire serveur de recette ou quoi que ce soit. Voilà. Alors, je vais vous montrer une petite démo. Alors, je sais que là, je suis bien en avance, normalement. Voilà, c'est fait exprès, parce que j'ai toujours peur, en fait, de prendre beaucoup de temps pour vous expliquer ce qui va se passer, ce que je vais vous montrer. Et je suis bien content d'avoir pu passer les premiers slides assez rapidement. Alors la démo, en fait, elle va être très simple. J'ai créé sur ma machine, donc je vous demanderai d'être un petit peu indulgent. Ce PC surchauffe très facilement. Il y a 4 VM qui vont tourner. Il y a énormément de choses que je fais tourner sur cette machine. Donc ça peut être un peu lent parfois quand j'ai lancé une commande ou faire quelque chose. Mais croyez-moi, sur des serveurs, ça marche super bien. Alors, je vais juste sortir le micro parce que je regarde un petit peu à l'écran pour essayer de vous montrer les choses et qu'on soit bien sûr. Grosso modo, les 4 carrés que vous voyez orange, ces 4 carrés sont mes VM. D'accord ? Donc ce sont des serveurs physiques ou des VM sur un OpenStack, on s'en fiche. Hein. L'idée, c'est que vous me expliquiez que finalement, c'est bien 4 entités physiques. Dans ces 4 entités physiques, il y a toujours la même chose. Un conteneur Docker. La petite fourmi, là, c'est GlusterFS. Ça, c'est un choix que j'ai fait pour faire des tests, etc. Mais vous pouvez passer par autre chose. GlusterFS, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un système de fichiers distribués. Donc, en gros, je crée des briques un peu partout. Je les rassemble dans ce qu'on appelle un volume. Et quand j'écris dans ce volume sur n'importe quelle autre machine, il va partager les fichiers sur plein de serveurs, les dupliquer, si on veut. Il peut même les couper en petits morceaux. Et à l'arrivée, quand je vais relire ce fichier-là, s'il y a un serveur qui est tombé, je vais quand même retrouver un répliqué ailleurs, etc. Système de fichiers distribués, bête et méchant. Et ça marche très très bien. C'est Red Hat qui le détient aujourd'hui. Il est en open source. Ça s'installe en une commande et vous le configurez en une commande. Ça, c'est un truc vraiment très intéressant. Ensuite, le fameux Docker, que tout le monde connaît. Hein. Donc, il faut une instance sur chacune des machines. Et enfin, il y a Kubernetes. Alors, Kubernetes, on a décidé de parler de Kubernetes aujourd'hui quand on a discuté un petit peu avec les gens avec qui je travaille. En fait, j'aurais très bien pu vous montrer aussi OpenShift. OpenShift qui est une surcouche à Kubernetes. On en parlera tout à l'heure, mais en fait, Kubernetes, c'est super pratique.
c'est un truc qui orchestre les démarrages de conteneurs et qui les lie entre eux. Il arrive à faire des liaisons entre les conteneurs. Je vais vous expliquer tout ça après, on y verra un petit peu mieux. Il y a celui qui est en haut, là, le gros bloc qui est en haut, en fait, c'est le maître Kubernetes. Je ne l'ai pas marqué master, je n'avais pas envie de vous perdre avec plein de textes dans mes slides. Lui, en fait, ce qu'il fait, c'est que c'est lui qui va prendre la charge. Il a une API REST, en fait, qui est à l'intérieur, on pourra la voir tout à l'heure. Et cette API REST, en fait, elle permet de pouvoir dire j'ai besoin de dupliquer tant de machines, enfin tant de conteneurs avec tel port ouvert, de pouvoir créer un service, de pouvoir créer, de demander de la ressource GlusterFS, de demander plein de choses comme ça. Ça, c'est Kubernetes qui le fait. Et sur les 3 du bas, et en fait, optionnellement, mon maître est aussi un esclave. Sur les 3 du bas, en fait, ce sont des nœuds Kubernetes, donc des esclaves, qu'on appelle des minions. C'est Google qui appelle ça comme ça, parce qu'ils n'avaient pas envie de dire maître et esclave, je trouvais que c'était un peu péjoratif, donc ils ont pris le maître et les minions. Et eux, en fait, ils vont être utilisés pour démarrer des conteneurs Docker. Voilà, tout simplement. C'est pas si compliqué que ça au niveau structure. Par contre, quand vous faites l'installation, la configuration, vous faites très mal. Je vous assure que c'est pas si facile que ça et qu'il faut y aller quand même. Reste 2 choses, enfin 3 choses. D'une part, il y a un registre Docker qui est privé, donc à mon cluster. Pourquoi j'ai mis un registre privé ? Je vais vous expliquer ça juste après, mais c'est que finalement, quand on parlait tout à l'heure de faire des artefacts de déploiement, donc des livrables, là on va faire des livrables, ce sont des conteneurs, pardon, des images. Ce sont des images qu'on va mettre dans un registre, versionner, etc. Et puis on se débrouillera pour que nos déploiements utilisent les images qu'on a versionnées dans le registre. Ça pourrait être tout à fait autre chose. Chez un client, par exemple, on a utilisé un Nexus pour stocker des livrables à intégrer dans une image qui tourne tout le temps, dans un conteneur qui tourne tout le temps. Argus, j'en parle juste après. Trafic, ça c'est un outil qui est vraiment fabuleux, c'est un load balancer, extrêmement facile à mettre en place, vraiment super facile à mettre en place, développé par un ingénieur, je ne vais pas te dire des bêtises, je crois qu'il travaille chez Zenica. Donc c'est bien, je parle des concurrents, c'est super. Trafic, il est super intéressant parce qu'en fait, il sait se connecter à Kubernetes, détecter les services qu'on a demandé à exposer et il va les exposer correctement avec une adresse qu'on lui a définie. Donc ça, je vais vous montrer ça juste après. Et puis le petit nuage là-bas, vous savez tout ce que c'est Internet. Il ne reste plus qu'un seul service, c'est Argus. Argus, vous pouvez chercher sur Internet, vous ne le trouverez jamais parce que c'est moi qui l'ai développé. Voilà. En fait, je l'ai développé parce que j'avais un petit besoin. Que OpenShift fait automatiquement, et puis finalement on l'a pas dans Kubernetes. Alors je vous rassure tout de suite, déjà 2 choses. D'une part, je pense le mettre en open source. Vraiment, c'est un outil qui est tout bête, il est fait en Go, il doit faire 200 lignes de code et ça suffit largement. Vous pouvez le faire vous-même. Quand je vais vous dire ce qu'il fait, vous allez dire en fait je peux le faire avec n'importe quel langage et en très très peu de temps. C'est extrêmement simple. C'est extrêmement simple. Le registre en fait Docker, il y a beaucoup qui ne le savent pas, mais il peut utiliser des hooks. En fait, dès qu'il a, par exemple, vous avez poussé une image, vous avez poussé une nouvelle version dans votre registre, il peut aller taper une adresse URL, une adresse web, pardon, avec du JSON qui fournit toutes les informations de ce qui s'est passé. Et en fait, moi, j'ai juste fait un client à ça, quoi. En fait, il récupère il est configuré comme étant le point de sortie du hook. Je sais qu'il y a une nouvelle image et je vais pouvoir prévenir Kubernetes qu'il faut faire un déploiement avec toutes les ressources qui utilisent cette image-là si je l'ai décidé. Voilà. Il y a un peu de configuration qui est possible, il y a pas mal de choses. Voilà. Vous pourrez le faire en Python, vous pouvez le faire en ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Donc ça, c'est l'infrastructure que je vais vous montrer. Je vais vous montrer surtout un enchaînement de choses que je vais faire manuellement. Alors, encore une fois, je vais vous demander aussi d'être très indulgent parce qu'il y a pas mal de choses qui vont tourner sur la machine et c'est pas dit que ça marche du premier coup. Les effets démo, on les connaît tous, surtout moi, je suis un spécialiste. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais pousser dans Gogs. Gogs, c'est une interface web pour Git. Qui est super légère, qui ressemble énormément à GitHub. C'était pour éviter de mettre un GitLab. Voilà, c'était un peu trop complet de mettre un GitLab avec les 4 machines dessus. Je suis un peu fou, mais pas à ce point-là. Derrière, je vais mettre un drone, qui est un système en fait qui me permet de pouvoir faire mes tests unitaires, donc lancer des pipelines de tests. Alors j'ai mis drone parce que du coup, comme j'ai mis Gogs, j'avais pas GitLab CI, donc il a fallu que je trouve un palliatif, et ce palliatif, c'est drone. J'aurais très bien pu mettre un Jenkins. Encore une fois, Jenkins, GitLab c'est lourd, Jenkins c'est très lourd. Je ne vais pas dire pourquoi, parce qu'on va dire que je troll. Java. Il y a un registre qui tourne. Le registre, en fait, c'est un registre Docker tout simple.
qui envoie des événements donc à Argus, hein, comme je vous ai dit. Donc dès que je vais pousser une image sur le registre, Argus va être au courant. Argus va donc prévenir Kubernetes, qui va créer des conteneurs Docker et mettre ça en production directement, parce que Kubernetes en fait va délivrer en plus le service que j'aurais développé. Donc en fait, si je fais un site et que je mets en Kubernetes avec des conteneurs, que j'ai bien configuré mes services, etc., j'y ai accès directement via Kubernetes. Il fait le hosting un petit peu, Kubernetes. On en parlera un petit peu après du hosting, mais c'est parce que c'est aussi un point crucial pour le fameux ou pas, entre parenthèses, qui était dans mon titre de conférence. Alors il y a quelques notions de base à connaître, parce que je vais vous les montrer, c'est un peu violent hein, la première fois. Je vous assure que la première fois que j'ai commencé à faire de Kubernetes, je me suis demandé si j'étais pas complètement idiot, parce que je comprenais absolument rien à ce que je faisais. Et puis en fait, c'est super simple, c'est même, honnêtement, c'est véritablement bien pensé. Et c'est extrêmement logique quand vous le faites. Donc grosso modo, il y a à peu près, il y a 3 notions de base et il y en a 3 autres qui sont importantes, mais en réalité, il y en a plus d'une trentaine de notions à connaître. Je ne connais que les 6 premières sans aucun problème. Quand je dis je les connais, je les maîtrise. Les autres, en fait, je m'en sers très 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 peu. Alors, la replication controller ou le deployment controller, c'est 2 choses différentes, mais qui sont en fait très liées. C'est un fichier YAML où je vais dire, voilà, j'ai envie de répliquer tant de fois un service donné. Par exemple, une base de données, par exemple, un site web. Par exemple, un site web et la base de données, j'ai le droit de le faire. En lui configurant le nombre de réplicas, en lui donnant un nom, en lui disant dans quel namespace je veux que ça travaille, etc. Donc, c'est assez simple. Je vais lui définir les points de... Les contrôles de les points de montage des volumes que je voudrais mettre à l'intérieur de mes conteneurs. En fait, ce n'est pas des conteneurs qu'on utilise, ce sont des pods. Alors, en fait, un pod, c'est un simple regroupement de conteneurs entre eux. Ils vont tourner entre eux et les conteneurs entre eux, pour communiquer, ils utilisent localhost. Ça, on est tranquille, on n'a pas besoin d'avoir les adresses de conteneurs quand ils sont dans le même pod. Donc ça, c'est super pratique. Il y a une notion de service. Alors, la notion de service, elle est un petit peu particulière parce que quand on travaille dans l'informatique et qu'on parle de service, on se dit un service, c'est un truc qui répond à l'utilisateur sur un port, quoi. Non, pas du tout. Un service, en fait, c'est à peu près ça pour Kubernetes, mais mieux. En fait, vous déclarez qu'il y a un service qui existe dans un pod et vous lui dites comment on peut y accéder. Donc, ce n'est pas le service en lui-même, c'est une déclaration de service, en fait. Vous définissez comment on peut accéder à un conteneur, ou à un pod, du moins. Les 3 autres notions, qui sont un petit peu plus tordues, mais qui ne sont pas si compliquées que ça, finalement, je vous montrerai un petit peu la tête des fichiers, vous allez voir, c'est pas violent. Il y a les ingress. Alors, un ingress, c'est simplement un fichier de configuration qui permet de pouvoir donner une adresse web à un service. Et en fait, Kubernetes va trouver des services qui correspondent à cette adresse web. Les persistent volume et les persistent volume claim. Persistent volume, c'est une déclaration de Kubernetes qui dit, voilà, j'ai accès par exemple à un NFS à cet endroit-là, voilà le nom de ma ressource, voilà le volume que je peux lui donner. Là, il y a un cluster FS, là, je peux même stocker sur Git, je peux stocker sur n'importe quoi. Enfin, franchement, il y a énormément de drivers qui marchent et c'est assez intéressant. Et en fait, ces persistent volume, ils sont utilisés par des claims. Claim en anglais, ça veut dire réclamer. Donc, quand vous allez créer en fait une ressource Kubernetes, vous allez avoir besoin de, par exemple, 500 mégas. Vous allez créer un persistent volume claim. Vous allez dire, j'ai besoin de 500 mégas. Et Kubernetes va vous prendre un persistent volume, vous l'assigner à vous, et rien qu'à vous. Et vous allez pouvoir travailler et écrire dans un volume directement. C'est pas si compliqué quand on voit la configuration. Donc, on en parle juste après. Juste une chose, pourquoi Gogs et pas GitLab oui, non, j'aurais peut-être dû le mettre après celui-là, c'est pas grave. Les choix de Gogs et GitLab en fait sont d'abord prévus parce que la conférence, je suis sur mon propre PC et que c'est pas si simple. En fait, il y a aussi quand même des gens, hein, entreprises qui utilisent Gogs. Est-ce que vous devez l'utiliser ou pas? Est-ce que vous voulez prendre GitLab? Franchement, Gogs est super bien, mais il est jeune, il ressemble beaucoup à GitHub. Bon, il manque pas mal de trucs. GitLab, par contre, lui, c'est pour les confirmer. Drone, pareil, avec Jenkins, pas mal de choses. Il me reste pas beaucoup de temps, je vais quand même vous lancer la démo. Donc en fait, la démo est très simple. Alors je vais remettre le micro là-dessus. Très bien, donc en fait, il y a eu un petit problème lors de la démonstration de la conférence. Donc on s'est permis de pouvoir refaire la démonstration et de l'intercaler dans la vidéo afin de pouvoir vous montrer qu'en fait, elle fonctionnait très bien. Donc pour information, j'avais en fait un petit souci de disque dur et les écritures ne marchaient pas correctement.
Donc en fait, juste pour vous expliquer ce qui s'est passé, en fait, on a bel et bien donc un Kubernetes qui tourne avec quatre machines. Donc elles sont quand on est ici, on voit que j'ai le master et les 3 millions. Le master est aussi un esclave et les machines tournent en fait convenablement. Kubernetes est installé, ça correspond de machine en machine. J'ai déployé un drone et un Gogs. Donc drone étant en fait un outil de test de pipeline en fait, vous faites des tests, vous pouvez faire aussi du déploiement, et Gogs en fait est un mini GitLab, on va dire, qui a été développé en Go. Je vous ai dit aussi qu'il y avait un trafic qui tournait, donc le trafic connaît les adresses des services que je dois impacter, parce que dans chacun de mes services, j'ai mis un ingress, et donc je vous montrerai ce que c'est après. Et enfin, vous voyez donc en fait ici j'ai un projet en fait dans mon Gogs qui tourne, donc je suis sur l'adresse de Gogs, un petit projet qui a été fait pour les Blend Web Mix, et le drone pardon, qui est en train de tourner ici, où il y a déjà eu des tests de fait. Alors comment ça se passe en fait? L'idée c'est de vous montrer qu'on peut déployer ou simplement faire des tests à travers Kubernetes. Donc en fait j'ai mon petit projet qui est ici, mon projet donc qui comprend un fichier Go en fait. Donc si je vous montre un petit peu ce qu'il y a dans le fichier, vous voyez en fait que j'ai donc un logger, on s'en fiche, et un serveur web qui répond avec Hello from Blend Web Mix. Et j'ai aussi intégré donc un fichier drone.yaml dans lequel j'ai défini 2 pipes pour le pipeline, un build de test, donc seulement dans la branche Devel, pardon, et un déploiement quand je suis dans la branche master. Donc ce déploiement est assez simple, il construit une image Docker et il la met dans le registre, donc le registre qui se trouve dans kubemaster sur le port 5000, le repository sera test app et je lui ai mis un tag 1.2. Alors, pour l'instant en fait c'est assez simple, je vais simplement en fait faire une petite modification, donc par exemple faire un vim de... on va changer en fait le message qui est dans le fichier .go, donc je vais juste modifier le message, je vais mettre v1.2, d'accord? Tac, voilà. Je vais committer mon fichier, mettant change, changement de version in message, là, et je vais pousser ça directement sur Devel. Donc en fait là, je m'authentifie. Et comme vous pouvez le voir, en fait, dans le drone, donc il va y avoir un événement qui est envoyé automatiquement par Gogs. Donc Gogs a prévenu sur la branche Devel qu'il y avait des tests à faire. Si je vais voir en fait les tests qui tournent, effectivement, il va faire son go-get, go-build et go-test. Donc il va me faire les tests unitaires tels que je les avais prévus. Donc j'ai effectivement un test unitaire qui a été intégré à l'intérieur, je ne vous l'ai pas montré. Et un en succès, donc ça va très bien. Donc ça, c'est dans le cas où je travaille effectivement sur la branche Devel. Je vais refaire une dernière petite modification. Je vais changer en fait pour m'amuser, donc on va changer dans le main.go, mettre 1.3. En fait, on va passer en 1.3 et je vais changer aussi donc le fichier drone pour lui dire qu'on va créer une image de type 1.3. Donc là, c'est OK, il n'y a pas de problème, tout va fonctionner quand je vais pouvoir pousser tout ça. Alors, on va déployer de l'application aussi sur le Kubernetes. Donc en fait, j'ai déjà préparé un petit peu le terrain. Donc on va regarder un petit peu des fichiers. Ici, je vois que j'ai 3 fichiers. Un fichier de déploiement, un fichier ingress et un fichier de service. Le fichier de service est franchement anecdotique. On va regarder SVC. Vous voyez en fait simplement que je déclare un service. Type nœud de port, on s'en fiche, faudra même pas le mettre. En fait, je déclare un service HTTP qui coûtera le service, en fait, vu par les autres, ça sera le port 80, mais en fait, il faudra écouter le port 3000 des conteneurs. Ça, je vais l'expliquer dans le déploiement. Et on le déploie dans le namespace exemple. Si je regarde justement le fichier de déploiement, il n'est pas si compliqué que ça en fait, donc on est dans un système de déploiement. Là ici j'ai mis des métadatas un petit peu bateau. Ça c'est pour que mon outil qui s'appelle Argus puisse, lorsque l'image sera modifiée dans le registre, en fait, dire au déploiement de se mettre à jour. Pour l'instant, on va utiliser une image version 1.1 qui existe déjà dans le registre, mais ça c'est encore une fois anecdotique. J'ai déjà créé en fait mon image. Et donc on a bien le port 3000 ici qui a été déclaré ici dans mon service.
Enfin, on peut regarder le ingress rapidement. Je lui demande simplement de répondre sur test.192.68, etc., etc. Et d'aller chercher justement le service qui s'appelle Test API, qui est en fait le service qui est ici, qui s'appelle Test API. Voilà. Donc grosso modo, le ingress prévient trafic, il faut aller chercher le service Test API, et le service Test API va me rediriger sur les conteneurs qui ont été déployés. Bon, allez, on remonte dans le répertoire, je déploie mon application, kubectl create donc c'est le test cube, d'accord. Donc là, je suis en train d'envoyer les éléments. Alors, on va juste aller voir ce qui se passe dans le namespace exemple. Il se peut que j'ai une erreur, j'en ai pas, donc ça veut dire que ça fonctionne. Et donc en fait, du coup là, j'ai bel et bien en fait mon déploiement qui est parti et qui fonctionne. On peut aller vérifier avec test ici. Je peux voir si ça tourne. Voilà, il m'a mis LOU parce que c'est donc l'ancienne image qui est en train de tourner. Très bien. Donc là, j'ai fait une petite modification tout à l'heure, je vous ai montré ici. Je suis passé avec un message qui s'appelle Hello from Blend Web Mix version 1.3. Donc je vais committer ça. Change to 1.3. Je l'ai mis dans mon... Donc ça, c'est directement dans la branche Devel. Donc j'ai fait un git push origine Devel. Hop, ça se pousse. Donc du coup, le drone va être au courant. Donc on va retourner voir un petit peu. Le drone fait son test unitaire. Donc je suis en change to 1.3 qui est ici. Tout a l'air de bien passer. Voilà, go build, go test, tout est bon. Il me dit que c'est OK. Il a fait son test. Il dit que c'est passé. Donc à partir du moment où je dis que c'est passé, ce qu'on peut aller faire maintenant, c'est faire ce qu'on appelle un merge request pour essayer de le mettre dans le placer dans la branche master pour créer une nouvelle image et donc faire un redéploiement. Alors c'est parti. Là je suis dans la branche Devel. Je vais créer un pull request. Donc je vais là-dedans. Je fais nouvelle pull request. On va laisser les messages de base. Hein. Donc il faut comparer avec la branche Devel évidemment. Voilà, on voit qu'il y a eu pas mal de trucs, donc je change tout 1.3, on voit bien que j'ai changé l'image dans le drone.io et que j'ai changé mon message ici. On y va, on va l'appeler new version, je vais créer une pull request. Alors, théoriquement, en fait, lorsque je crée un pull request, normalement, si je me trompe pas, j'ai laissé l'accès aussi à drone pour faire les tests de pull request. Si c'est pas le cas, c'est pas grave, je pense que c'est bon, non en fait c'est bon. Très bien. Donc du coup voilà, là ce qui va se passer, c'est quand je vais fusionner la pull request, ça va mettre donc un commit dans la branche master et on va passer dans le cas du master et donc ça va créer une nouvelle image, la pousser dans le registre et relancer le déploiement. Donc je fusionne la pull request. À partir de là, quand on va voir l'onglet là qui va se finaliser là. Voilà. À partir de là, en fait, j'ai fait maintenant une fusion de vel vers master, et cette fois-ci, ce ne sont plus les tests unitaires qui sont exécutés, mais une création d'image. Donc en fait, là, c'est un peu plus long, mais grosso modo, qu'est-ce qu'il se passe? Drone est en train de récupérer en fait une image spécifique pour faire des bulles d'images Docker. Il va la pousser dans le registre, donc il lui faut un certain temps pour télécharger l'image donc de base. On voit qu'il est en train de créer donc en fait effectivement CubeMaster 5000 test app 1.3. Et nous, de notre côté ici, là, donc là, je rafraîchis pour vous montrer, hein, grosso modo. Pour l'instant, il n'y a encore rien de fait, hein, on est bien sûr que tout est là. J'ai un myTest qui tourne ici en réplica 7 qui finit par 269. Et c'est la version 1.1 de l'image. Donc, grosso modo, qu'est-ce qui va se passer? Il va pousser l'image en 1.3. Argus, mon petit outil, va aller prévenir en fait Kubernetes qu'il y a un nouveau déploiement pour ce numéro d'image. Et il va en fait demander un nouveau déploiement de cette application. Hop, c'est bon. Il a donc envoyé en fait les images. Donc ici maintenant, si je rafraîchis, je regarde bien que c'était la 269 sur la 1.1 qui tournait. Donc là, on va avoir un nouveau déploiement qui va se mettre en place. Donc je rafraîchis la page hein, pour pouvoir avoir accès. On voit donc que l'ancien est en train de s'éteindre. On demande d'avoir 0 pod, il y en a encore un qui tourne, et celui-ci est en train de tourner. Tant que celui-ci ne répond pas, l'autre ne s'éteindra pas. Donc là, il est en train de répondre. Je rafraîchis. On attend un petit peu. Le temps de démarrer la nouvelle image. Hein. Je rafraîchis, je rafraîchis. On voit bien hein, que c'est la 1.3 maintenant qui est demandée.
Là, je n'ai rien fait de plus que de valider une pull request. Ça y est, ce réplique asset est éteint sur le 1.1. Le 1.3 est en train de tourner, c'est le site en train de tourner aussi. Et si je rafraîchis ma page, ici, effectivement, maintenant, j'ai un Hello from Blend Webmix version 1.3. Ce qui est intéressant, évidemment, avec ce genre d'applications telles que Kubernetes, c'est que vous pouvez de toute manière aussi, en fait, aller éditer en fait le déploiement pour pouvoir lui demander plus de réplicas. Donc par exemple, on lui demande on veut avoir 4 images, 4 conteneurs qui tournent en fait. Il suffit de mettre à jour. C'est parti. Donc là, je retourne en fait dans mon instance ici et je vois que j'en ai 4 de demandés ici. Donc il est en train de démarrer 4 nouveaux conteneurs, 4 nouveaux pods qui contiennent mes conteneurs à l'intérieur. Voilà, c'était exactement ce que je voulais vous montrer, une automatisation complète de une application testée, puis validée, puis déployée, sans aucune interaction réellement en fait de l'utilisateur. Moi, je n'ai fait en fait en tant que DevOps que de déployer l'application avec un numéro d'image et ensuite je laisse faire finalement l'outil de test et l'outil Git pour faire les déploiements dans Kubernetes. Une dernière chose avant de revenir en fait à la conférence, sachez que ce genre d'opération est très facile à faire avec GitLab. Elle permet d'ailleurs de valider des pull requests, de faire un petit peu plus d'opérations qu'on ne peut pas faire avec Gogs. Et Drone en fait peut très bien être remplacé par un GitLab CI Runner sur Kubernetes. Avec OpenShift, ça fonctionne de la même manière. Je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions? Pour ceux qui n'ont pas de questions, vous pouvez noter mon compte Twitter, le compte du lab de Smail, me envoyer des mails et aller voir notre site. Est-ce que vous avez des questions? Bonjour. Bonjour. Alors j'espère que ça rentre bien dans le cadre. Moi j'ai une question concernant les bases de données, parce qu'au final on fait quand même pour beaucoup des skins sur des bases de données, des applications. En ce qui concerne le déploiement en prod, donc la dernière partie de tout ce qui est intégration, etc. Qui aurait marché là en fait. Voilà. Ça arrive. C'est horrible. Pour tout ce qui est de... souvent, quand on fait des devs et qu'on merge des choses, on a aussi des modifications de schéma de base de données. Ouais. Et des fois, pour déployer, il faut appliquer ce schéma de base de données, mais en même temps récupérer les modifications qui ont été faites pendant ce temps-là par les utilisateurs en production. Et du coup, comment ça peut rentrer dans une industrialisation vraiment complète des déploiements, en fait? Honnêtement, ça passe pas. Faut être très clair, ça passe jamais. Il faut trouver des solutions un peu bateau, un peu moisies. Il faut être très clair là-dessus. Il faut faire un dump, il faut essayer de faire du patch. La seule solution, c'est d'avoir des technologies qui permettent de faire des scripts de migration et qui permettent de faire de la migration de base de données avec en plus de la donnée qui rentre à l'intérieur et qui sait revenir en arrière. C'est la seule solution. Moi, personnellement, je n'ai jamais trouvé une solution miracle pour les bases de données. J'en ai pas. Et je ne vais pas vous mentir, tout ce qu'on a essayé, c'est foireux. Mais que ce soit du Kubernetes ou pas, c'est même une base de données qui est véritablement posée sur un serveur physique, ça ne marche pas. Quand vous avez des grosses applications avec des grosses migrations, ça ne passe jamais. C'est très compliqué. Le même problème peut se poser aussi sur tout ce qui est dossier d'upload, où les clients justement peuvent interagir avec le système de fichiers et envoyer des choses. Donc là, dans ce cadre-là, c'est peut-être un petit peu moins complexe que pour la base de données. C'est même pas du tout complexe, parce que finalement, c'est un volume partagé. Et on l'a fait. Par exemple, Drupal permet de pouvoir laisse l'administrateur, par exemple, mettre un nouveau logo sur le site. Donc il peut l'uploader dans l'interface. Ça, c'est un volume en fait qui est posé quelque part, un volume qui est partagé à toutes les instances Drupal qu'on arrive à lancer, parce qu'on arrive à le scaler maintenant grâce à ça. Là, je peux pas vous le montrer, mais c'est dommage, mais ça marchait bien. Et du coup, en fait, là, il n'y a plus de problème à ce niveau-là. Parce que vraiment, c'est finalement un disque dur, quoi. Et au pire des cas, vous avez des réplications. Et au pire des cas, vous versionnez ce volume-là. Donc, c'est pas très grave, en fait. D'accord, merci. De rien. D'autres questions? Ouais. Bonjour. Moi, ma question, c'est est-ce que ce process-là, vous l'utilisez pour vraiment mettre en production? Oui. Ça veut dire que vous utilisez du Docker en production? Non, alors... Ou d'autres systèmes de conteneurs? Non, on n'utilise pas du Docker en production. Aujourd'hui, on est vraiment sur de la pré-prod, essentiellement. Alors, je la refais. On fait du Docker en production. Ça, on le fait. Du Kubernetes en production, on n'en fait pas. Pas pour l'instant.
On n'en fait pas parce qu'on s'en sert essentiellement de plateforme d'intégration continue et de déploiement continu, et qu'on n'a pas envie pour l'instant de lancer 70 machines avec du Kubernetes dessus, parce qu'on a déjà une infrastructure qui utilise OpenVZ depuis longtemps, c'est historique, et voilà. On n'a pas peur d'y aller par contre. On n'a pas peur d'y aller du tout parce qu'on l'a testé fortement en pré-prod. Des clients l'utilisent aussi en interne pour pouvoir faire des tests donc de leur déploiement, etc. Ça se passe très très bien. OpenShift d'autant plus. Donc voilà. Pas de la production Kubernetes. Par contre, du Docker en prod, ouais, on en fait. D'accord. Ouais. C'était surtout là ma question. Ouais, parce que bon, c'est une techno qui évolue vite, donc on se pose toujours des questions sur la stabilité, etc. Bah, l'évolution, je vais me faire taper. Elle évolue mal. Elle évolue mal pour l'instant. Peut-être aussi pour ça que je posais la question. Ouais. Quoi. En fait, heureusement, il y a des grosses entreprises qui sont derrière et qui sont en train de réfléchir à forquer. Je pense à Red Hat. Red Hat qui sont un petit peu en guerre contre Docker depuis un petit moment. Là. Ils ont décidé, on entend parler, ils en parlent un peu partout, ils veulent forquer parce qu'ils en ont marre que toutes leurs pull requests soient refusées. Tout simplement parce que Docker a Docker Swarm et qu'ils ne veulent pas avoir des gens qui ont du OpenShift à côté qui arrivent à leur prendre le marché. Ce que je peux comprendre en soi. Après, dire qu'on fait de l'open source en faisant ça, c'est un peu triste. Donc voilà. Donc c'est vrai que Docker évolue mal au niveau politique. Mais au niveau technique et au niveau technologie, il y a de toute manière des normalisations qui se mettent en place avec Docker. Donc du coup, d'autres gestionnaires de conteneurs y arrivent. Requête arrive à lancer un conteneur Docker, par exemple. Il sait faire. Donc c'est tout à fait faisable. Ok, merci. D'autres questions, non? En fait, je me fais de la ligne. Bonjour, merci. Bonjour. Et quel est le coût en machine de faire ça en pré-prod? Parce que j'ai commencé à le lancer sur chaque pull request en fait avant le code review. Il y a associé une démo qui est lancée en continuous deployment, mais j'ai pas encore regardé. Est-ce que ça valait le coup? Est-ce que ça valait pas le coup? Est-ce que c'est quelque chose que vous regardez? Ouais. En fait, ça dépend de. Allez, on va dire 2 ou 3 points. Je les ai pas comptés. Hein. Je les improvise comme ça parce que je les connais, mais ça dépend du nombre de projets à mettre en place déjà, la technologie à mettre en place dans les namespaces. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, on fait tourner 3 machines, 3 conteneurs, 3 machines Kubernetes qui vont lancer plein de sites en PHP, rapido, etc. C'est super bien, pas de problème avec 3 machines. Quand vous commencez à vouloir mettre de la grosse infra avec des grosses bases de données, je pense, même des gros logiciels, hein, par exemple, je sais pas moi, un Postgre, un Hello World en Java, des trucs qui prennent beaucoup de mémoire, quoi. Là, par contre, il va falloir avoir beaucoup de machines. Je suis désolé, hein, je troll sur Java, mais je veux gagner le truc sur Nerf. En fait, le truc, c'est que voilà, 10 machines en fait pour 500 projets, pour 600 projets, c'est pas déconnant quand on sait ce qu'on va faire tourner derrière. Aujourd'hui, nous, chez Smile, on travaille avec 3 machines, 3 en Kubernetes, bien dimensionnées, et en fait, on n'a aucun problème. Voilà. Chez un de nos clients, ils ont 8 machines, 3 masters, 5 nœuds en fait enfants, et les 3 masters sont aussi des enfants, et ils font tourner de la stack ULK dans tous les sens, et ils commencent à être limités. C'est pas en Java Je pense que ça va être bon. Ils font des signes depuis tout à l'heure en me disant qu'ils veulent boire un café. Donc en fait, je plaisante. Je vous remercie. Le slide s'est remis évidemment en... Hop. Non, je ne sais même plus taper mon mot de passe. C'est une honte. Petite seconde. Voilà, vous pouvez me contacter. Moi, je vais prendre mon PC, je vais aller le taper en bas sur l'espace coworking, pas coworking, donc networking. Vous venez me voir, ça va marcher parce que ça m'agace là. Ça m'énerve vraiment. N'hésitez pas à me contacter. Je vous remercie vraiment d'avoir suivi cette conférence et je m'excuse vraiment du crash de démo.